La République de Platon, livre 9e, suite. Lors donc que les autres désirs, bourdonnant autour de ce frelon, dans une profusion d'encens, de parfums, de couronnes, de vin et de toutes les jouissances qu'on trouve en de pareilles compagnies, le nourrissent, le font croître jusqu'au dernier terme et lui implantent l'aiguillon de l'envie. Alors ce chef de l'âme, escorté par la démence, est pris de transports furieux, et s'il met la main sur des opinions ou des désirs tenus pour sages et gardant encore quelque pudeur, il les tue ou les boute hors de lui, jusqu'à ce qu'il ait purgé son âme et les rempli de folie étrangère. Tu décris là de façon parfaite l'origine de l'homme tyrannique. Aussi bien, poursuivis-je, n'est-ce pas pour cette raison que depuis longtemps l'amour est appelé un tyran ? Il le semble, répondit-il. Et l'homme ivre, mon ami, n'a-t-il pas des sentiments tyranniques ? Si fait. Et l'homme furieux, et dont l'esprit est dérangé, ne veut-il pas commander non seulement aux hommes, mais encore aux dieux, s'imaginant qu'il en est capable ? Si, certes. Ainsi donc, merveilleux ami, rien ne manque à un homme pour être tyrannique, quand la nature, ses pratiques, ou les deux ensemble, l'ont fait ivrogne, amoureux et fou. Non, rien vraiment. Voilà, ce semble, comment se forme l'homme tyrannique. Mais comment vit-il ? Je te répondrai comme on fait en plaisantant, c'est toi qui me le diras. Je vais donc te le dire. J'imagine que désormais ce ne sont que fêtes, festins, courtisanes et réjouissances de toutes sortes chez celui qui a laissé le tyran Eros s'installer dans son âme et en gouverner tous les mouvements, nécessairement. Or de nombreux et terribles désirs dont les exigences seront multiples ne pousseront-ils pas chaque jour et chaque nuit à côté de cette passion ? Si, ils pousseront nombreux. Donc les revenus, s'il y en a, seront vite dépensés. Comment non ? Et après cela viendront les emprunts et les prélèvements sur le capital. Certes. Et quand il ne restera plus rien, n'est-il pas inévitable que la foule ardente des désirs qui nichent dans l'âme de cet homme se mette à pousser des cris, et que lui-même, piqué par ses désirs, et surtout par l'amour que les autres escortent comme un chef, soit pris de transports furieux, et cherche quelque proie dont il puisse s'emparer par fraude ou par violence ? Certainement, dit-il. Ainsi ce sera pour lui une nécessité de piller de tous côtés ou d'endurer de grandes souffrances et de grandes peines. Oui, une nécessité. Et comme les nouvelles passions survenues dans son âme l'ont emporté sur les anciennes et les ont dépouillées, de même ne prétendra-t-il pas, lui qui est plus jeune, l'emporter sur son père et sa mère, les dépouiller quand il aura dissipé sa part, et s'attribuer les biens paternels sans contredit. Et si ses parents ne lui cèdent point, n'essaiera-t-il pas d'abord de les voler et de les tromper ? Certainement. Mais s'il n'y réussit pas, il leur arrachera leurs biens de force. Je le crois, dit-il. Maintenant, admirable ami, si le vieux père et la vieille mère résistent et soutiennent la lutte, prendra-t-il garde et s'abstiendra-t-il de commettre quelque action tyrannique ? Je ne suis pas du tout rassuré pour les parents de cet homme. Mais, par Zeus, Adimante, pour une courtisane aimée d'hier, et qui n'est pour lui qu'un caprice, s'oubliera-t-il à l'égard de cette amie ancienne et nécessaire qu'est sa mère, ou pour un jeune homme en sa fleur qu'il chérit depuis la veille, et qui n'est aussi pour lui qu'un caprice, à l'égard de son père dont la jeunesse est passée, mais qui est le plus nécessaire et le plus ancien de ses amis ? S'oubliera-t-il, dit, à leur égard, au point de les frapper et de les asservir à ses créatures, s'il introduit celle-ci dans sa maison ? Oui, par Zeus, répondit-il. C'est apparemment un très grand bonheur, m'écriai-je, que d'avoir donné le jour à un fils de caractère tyrannique. Oui, un très grand. Mais quoi ? Lorsqu'il aura épuisé les biens de ses pères et mères, et que les passions se seront rassemblées en essaims nombreux dans son âme, n'en viendra-t-il pas à toucher à la muraille de quelque maison ou au manteau de quelque voyageur attardé dans la nuit, puis à faire place nette dans les temples ? Et en toutes ces conjonctures, les vieilles opinions tenues pour justes,
qu'il avait depuis l'enfance sur l'honnête et le malhonnête, céderont le pas aux opinions nouvellement affranchies qui servent d'escorte à l'amour et triompheront avec lui. Auparavant, ces dernières ne se donnaient libre cours qu'en rêve, pendant le sommeil, car il était alors soumis aux lois et à son père, et la démocratie régnait dans son âme. Mais maintenant, tyrannisé par l'amour, il sera sans cesse à l'état de veille, l'homme qu'il devenait quelquefois en songe. Il ne s'abstiendra d'aucun meurtre, d'aucune nourriture défendue, d'aucun forfait. Eros, qui vit en lui tyranniquement dans un désordre et un dérèglement complet, parce qu'il est le seul maître, poussera le malheureux dont il occupe l'âme, comme un tyran la cité, à tout oser pour le nourrir, lui et la cohue des désirs qui l'entourent, ceux qui sont venus du dehors par les mauvaises compagnies, et ceux qui, nés à l'intérieur de dispositions pareilles aux siennes, ont rompu leurs liens et se sont affranchis. N'est-ce pas la vie que mène un tel homme ? Si, dit-il. Or, repris-je, si dans un État les hommes de ce genre sont en petit nombre, et que le reste du peuple soit sain, ils partent pour aller servir de satellite à quelque tyran ou se louer comme mercenaires, s'il y a guerre quelque part, mais si la paix et la tranquillité règnent partout, ils restent dans la cité et y commettent un grand nombre de petits délits. Quel délit veux-tu dire ? Par exemple, ils volent, percent les murailles, coupent les bourses, détroussent les passants, font capture et trafic d'esclaves, et parfois, quand ils savent parler, ils sont sycophantes, faux témoins et prévaricateurs. Voilà donc ce que tu appelles de petits délits, tant que ces hommes sont en petit nombre. Oui, répondis-je, car les petites choses ne sont petites que par comparaison avec les grandes, et tous ces méfaits, pour ce qui est de leur influence sur la misère et le malheur de la cité, n'approchent même pas, comme on dit, de la tyrannie. En effet, lorsque de tels hommes, et ceux qui les suivent sont nombreux dans un État, et qu'ils se rendent compte de leur nombre, ce sont eux qui, aidés par la sottise populaire, engendrent le tyran à la personne de celui qui a dans son âme le tyran le plus grand et le plus achevé. C'est naturel, dit-il, car il sera le plus tyrannique. Et alors il peut arriver que la cité se soumette volontairement. Mais si elle résiste, de même qu'il maltraitait naguère son père et sa mère, il châtiera sa patrie. S'il en a le pouvoir, il y introduira de nouveaux compagnons, et leur asservissant celle qui lui fut autrefois chère, sa matrie, comme disent les Crétois, et sa patrie, il la nourrira dans l'esclavage. Et c'est là qu'aboutira la passion du tyran. Parfaitement, dit-il. Maintenant, dans la vie privée, et avant d'arriver au pouvoir, ces hommes-là ne se conduisent-ils pas de la sorte ? D'abord, ils vivent avec des gens qui sont pour eux des flatteurs prêts à leur obéir en tout, ou s'ils ont besoin de quelqu'un, ils font des bassesses, osent jouer tous les rôles pour lui montrer leur attachement, quitte à ne plus le vouloir connaître quand ils seront parvenus à leur fin. C'est très vrai. Leur vie durant, ils ne sont donc les amis de personne, toujours despotes ou esclaves. Quant à la liberté et à l'amitié véritable, un naturel tyrannique ne les goûte jamais, assurément. N'est-ce donc pas à bon droit que nous les appellerions des hommes sans foi ? Comment non ? Et injuste au dernier point, si ce dont nous sommes convenus plus haut touchant la nature de la justice est exact. Mais certes, dit-il, c'est exact. Résumons-nous donc quant au parfait scélérat, c'est celui qui à l'état de veille est tel que l'homme en état de songe que nous avons décrit. Parfaitement. Or devient-elle celui qui, doué de la nature la plus tyrannique, est parvenu à gouverner seul, et il le devient d'autant plus qu'il a vécu plus longtemps dans l'exercice de la tyrannie. C'est inévitable, dit Glaucon, prenant à son tour la parole. Mais, repris-je, celui qui est apparu comme le plus méchant se révélera-t-il aussi le plus malheureux ? Et celui qui aura exercé la tyrannie la plus longue et la plus absolue n'aura-t-il pas été malheureux à l'extrême et pendant le plus longtemps, en vérité, bien que la multitude ait là-dessus des opinions multiples ? Il n'en saurait être autrement. Or, n'est-il pas vrai que l'homme tyrannique est fait à la ressemblance de la cité tyrannique,
comme l'homme démocratique a celle de la démocratie et ainsi des autres? Sans doute. Et ce qu'est une cité à une autre cité pour la vertu et le bonheur, un homme ne l'est-il pas à un autre homme? Comment donc? Quel est donc pour la vertu le rapport de la cité tyrannique à la cité royale telle que nous l'avons décrite d'abord? Elles sont exactement contraires, répondit-il, l'une est la meilleure, l'autre la pire. Je ne te demanderai pas laquelle des deux est la meilleure ou la pire, cela est évident, mais relativement au bonheur et au malheur, en juges-tu de même ou autrement? Et ici, ne nous laissons pas éblouir par la vue du tyran seul et des quelques favoris qui l'entourent. Nous devons pénétrer dans la cité pour la considérer dans son ensemble, nous glisser partout et tout voir avant de nous faire une opinion. Ce que tu demandes est juste, dit-il, et il est évident pour tout le monde qu'il n'y a point de cité plus malheureuse que la cité tyrannique, ni de plus heureuse que la cité royale.